Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Vous avez vu la réaction de la plénière. Donc, je pense que vous pouvez être content de la réaction du Parlement européen face à vos discours. Je vous rappelle qu'on peut s'enregistrer pour les catch the eye. Il faut utiliser le système électronique du vote. Ça suffit de pousser la touche pour vous enregistrer. Et maintenant, je donne tout de suite la parole au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Premier ministre, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés. Comment dire? Je crois que la Belgique a une chance énorme d'avoir, comme ce fut le cas auparavant, un Premier ministre dévoué à la cause européenne. Si je pouvais dire la même chose de tous les premiers ministres, nous serions dans une situation qui serait autrement meilleure que celle dans laquelle nous nous trouvons. Mais j'observe le Premier ministre Michel lorsqu'il évolue au sein du Conseil européen. Je l'écoute lorsque nous sommes seuls, où les choses importantes peuvent se dire plus facilement. Et je suis toujours impressionné, par le savoir et la maîtrise des dossiers qui le caractérisent, et deux, par des convictions européennes qui le portent loin et qui portent loin la Belgique dans cette logique continentale à laquelle la Belgique, depuis 1952, a souscrit sans affaissement et sans faiblesse. Mais au-delà de la personne de mon ami Charles Michel, je voudrais ici rendre hommage à la Belgique. La Belgique qui abrite, ensemble avec d'autres, Strasbourg, Luxembourg, les institutions européennes, mais qui nous accueille, nous, Commission, le Parlement pourra dire de même pour ce qui le concerne, qui nous accueille avec beaucoup de générosité, surtout les Bruxellois. Et cette générosité m'impressionne au quotidien. Nous sommes entourés de tendresse bruxelloise et nous aimons vivre à Bruxelles. Je voudrais d'ailleurs que les autorités belges fassent preuve de la même générosité lorsqu'il s'agira de conférer la nationalité belge aux fonctionnaires britanniques qui sont ici à Bruxelles. Ils le méritent, ils le méritent. Mais comme je sais que le Premier ministre parfois déborde de générosité, je suis sûr et certain qu'il tiendra compte de nos souhaits et de nos remarques. C'est vers Bruxelles que convergent toutes les volontés européennes, les plus nobles des volontés européennes. Et donc, je me félicite de voir qu'en Belgique, le débat sur l'Europe progresse. La Commission organise des dialogues citoyens, 650 et quelque chose jusqu'à présent. Moi-même, j'ai participé à plusieurs dialogues citoyens en Belgique, et néerlandophone, et francophone, et germanophone, et je sais donc l'intérêt que portent les citoyens européens à la chose européenne, et je ne peux qu'encourager le gouvernement belge et les autorités et les gouvernements régionaux de continuer à faire ce qui doit être fait. J'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer devant la Chambre des représentants. La semaine prochaine, je m'exprimerai devant le Parlement flamand et devant le Parlement wallon, et donc j'aurai une lourde semaine belge qui, anticipativement, me fait chaud au cœur. Je voudrais dire aussi à quel point je suis satisfait de voir la Belgique prendre sa part dans le plan d'investissement qui, à l'époque, s'appelait le plan Juncker. La Belgique, jusqu'à ce jour, a su mobiliser entre 6, 7 et 8 milliards d'investissements, et au nord et au sud du Royaume. Et donc, je suis très satisfait de la réponse belge au plan d'investissement européen. J'ai bien sûr noté les remarques amicales exprimées avec beaucoup de retenue du Premier ministre sur la proposition budgétaire que je viens de vous proposer de présenter hier. Tout Européen convaincu verra à l'analyse
à l'autopsie, à l'examen détaillé des propositions intelligentes, sages de la Commission, que c'est un budget, un cadre financier qui évidemment ne casse pas les ressorts de la croissance, mais au contraire fait des ressorts qui existent dans les différents pays une chance de gisement d'emploi et de croissance. Je prendrai pour exemple les 20 milliards que nous voulons dédier à la mise en place des réformes structurelles. Je prends pour exemple les 30 milliards qui seront alignés pour pouvoir lutter, lorsqu'il le faudra, contre les chocs asymétriques qui nous viendraient ou de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc c'est un budget qui, évidemment, mériterait non pas les applaudissements spontanés du gouvernement belge, mais une réflexion qui lui permettra de ne pas dire non à ce budget. En fait, je voudrais que vous disiez oui tout de suite, mais il faudra examiner en détail les mérites des propositions qui sont faites. Pour le reste, pourquoi ajouterais-je des propos à ceux du Premier ministre? Parce que c'est l'essentiel des choses. De toute façon, sur tout ce qu'il a dit aujourd'hui, nous sommes en harmonie complète. Cela ne m'a pas surpris et je voudrais que dorénavant, nous puissions, comme hier et comme aujourd'hui, compter sur l'appui fort de la Belgique. Merci. Ora chiudiamo le richieste per il Catch the Eye e diamo inizio al primo giro di interventi ascoltando i rappresentanti dei gruppi politici. Il primo intervento è quello di Manfred Weber a nome del gruppo del Partito Popolare Europeo. Mr. President, Mr. Commission President, Mr. Prime Minister, dear colleagues, Belgium is at the heart of Europe. This is a message that welcomes people at the Brussels airport. So, heart of Europe, what a big ambition, I have to say. I thank you for your contribution today about the future of Europe discussion. And the idea of the future of Europe discussion is not to talk about the headlines of today's newspapers. The idea of this discussion is to talk about the fundamentals of our union, of our project. And today I want to focus on the foundation of the state structure. Europe is not only built on strong nations, Europe is rooted in every region. And there, I think Belgium is a perfect example for this. Regions are our homes. We talk a lot about identity when we talk about Europe. Regions are the place where we take our first steps in the world, where we grow up, where we define and shape our personalities. Our identities are not based simply on national thinking and culture. The European identity is much more than that. European identity begins in our schools, during a chat at the usual bar, passing the street in our town at home. Europe is really deeply rooted in our regions. Without regions, Europe would be homeless. And it's about feelings and about community, which we can learn in the regions. It's about participation and responsibility, which we can learn in our regions. And without a community, without a region, Europe falls apart. It's precisely the combination of regional diversity that makes Europe unique in the world. But the relationship between Europe and its regions is a two-way love affair. Thanks to the regions, Europe is grounded, but thanks to Europe, regions can take off. I want to give you a few examples. When we speak about the budget of the EU, after the presentation of Jean-Claude Juncker's proposal for the next MFF, we see absolutely clearly that we spend a lot of money in the development in our regions. So the European Regional Development Fund is a key element for our policy in regard to the regions. We don't want simply to preserve the regions, to keep them still as some sort of history museum, as populists probably would do. We want for regions to have a brighter future. We want to have competition between regions, and we want to invest in human capital and innovation, infrastructure and quality of the institutions. A second example, Europe means taking pride on our cultural roots. In a globalized world,
It's more needed than ever before to do this. Only with Europe we can preserve our regional identities. A third element, Europe means moving regions from the corner to the center. Most regional potentials would go to waste without connections in the European Union. Europe creates a net of regions who can develop. In fact, some of the most economically advanced regions in Europe are on the national borders. Think, for example, of the Rhône-Alpes region, the Lombardia, Lower Silesia, or, for example, my home region, Bavaria. So we can see that many regions have only a real chance thanks to Europe. And Europe means to live in safe regions. How else could individual regions deal with the threats on terrorism or the external problems with China and Russia? So Europe shields the regions from a more and more insecure world. I want to add another aspect when we talk about regions. I want to talk about the regional egoism which we see from time to time in Europe. One thing is clear, regional identity is not an excuse for regional egoism. If a region leaves its member states, it leaves the European Union. Europe is about to sticking together for a better future, and that is also when it comes to the participation or to being part of a member state. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I know some bureaucrats would say that we can only be efficient if we do more centralization. Some business leader would say we would have much more economic success if we do centralization. I say Europe is built on diversity and not on monotony. Everything that can be done better or just as well at local, regional or national level must be done at the lowest level possible. And that's why I ask for a competence check, to do again an initiative on checking the competences, the distribution of competences between the regions. And Mr. Prime Minister, I listened very carefully to your speech. An additional aspect is, when we talk about subsidiarity, is also to take over responsibility. Because when the member states are deciding mainly unanimously in the Council in favour of European legislation, then they cannot complain at home that Europe was deciding on these issues. So both things are important. Let's keep the power of the regions. For example, that we fought here in the Parliament that not big companies have the say about who provides the drinking water for the people, then the local level is providing this, was one of the battles which we fought here in the European Parliament. And finally, let's put the regions in the heart of the European democracy. Staying close to our citizens means staying close to our region. And that is why we, as parliamentarians, must stick to our homes, our constituency, and forget a bit about abstract ideas like we discussed it, Guy, on the transnational list. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I'm a proud Bavarian. My nation is Germany, and I am a European believer. These three elements belong together. Europe has no future if it doesn't start from its roots. So let's keep regions in the heart of Europe. Thank you. A nome del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici, la parola all'onorevole Van Bremt. Thank you, Mr. President. Welcome, Mr. Prime Minister, to the European Parliament, the heart of European democracy. But I welcome you also as a Belgian citizen, being very proud to belong to a country that stood at the cradle of the European Union. And you're my Belgian Prime Minister, but in a sense you are also the Prime Minister of all the people in this Parliament. Because half of the time, half of the time, they live in Brussels, they go to our restaurants, they drink Belgian beer. They do. Brussels is not just the capital of Belgium, Brussels is the heart of Europe. And in that sense, Belgium gave a lot to Europe, but Europe also gave a lot to Belgium. And Mr. Prime Minister, that is what Europe is all about, you know. It's about working together, about solidarity and creating, or should create, added value for our member states, but mostly so for our citizens. And that is what
our group, Socialists and Democrats, fight on a daily basis. When we talk about the future of Europe, we want more ambition in the social pillar, Mrs. Commissioner. We want more ambition in the social pillar. We want fair taxation. We want to be a proud Europe in the rest of the world, and we want to implement the Sustainable Development Goals when we talk about the multi-financial framework. And Prime Minister, I do not, absolutely do not doubt your attachment to the European values, and I heard that in your speech. But I have a big concern, a very big concern, because there's a huge gap between your very nice speech of today, I do not agree with everything, but it was a good speech, it was a pro-European speech, and what Belgium these days does on an actual base in the Council. You talked about the corporate tax base, this double CTB, you said you are in favour. But this morning at the national radio, I was with the NVA, your coalition partner, and they said we are against. And your Minister of Finance, every day he's against more solidarity on taxation in Europe. As it is on the financial transaction tax, as it is when it comes to the taxation of the big giants in the digital world. And that is really of a concern, and I mean that. Belgium always has been a bridge builder in Europe, always, connecting the different big member states to each other. And you lost that. And that is your historical responsibility. And that's because you have a coalition. And back home, you need to listen to your big coalition partner, the Flemish nationalism, who drive more and more on the Euroscepticism in Europe. And that really is a big concern to me. Meneer de Eerste Minister, ik ga over naar mijn moedertaal, die u zeer goed kent en zeer goed spreekt. En dat apprecieer ik enorm. Dat is ook iets Europees, verschillende talen spreken. En ik wil nog een laatste belangrijk punt aanduiden. Als ik hier met mijn collega's spreek, en ze hebben het over België, hebben het over veel, maar dan komt heel snel het probleem van de nucleaire veiligheid naar boven. Mijn Duitse collega's, mijn Nederlandse collega's liggen meer wakker van de nucleaire veiligheid dan de Belgische regering. En dat kan niet langer. Het wordt hoog tijd dat de Belgische regering daar de juiste... Meneer Lones, u schudt nee. Deze week nog, in doel 1. In doel 1 is er een lekkage, opnieuw een lekkage. Een nucleaire installatie met scheurtjes is onaanvaardbaar. En, meneer de Eerste Minister, ook daar moet je de Europese kaart trekken. Nucleaire veiligheid is niet de verantwoordelijkheid alleen van een lidstaat, maar dat doe je in close cooperation met alle lidstaten en zeker met jouw neighbouring countries. Meneer de Eerste Minister, ik reken op u om de kerncentrales zeer snel te sluiten. Ik dank u. Per il gruppo dei conservatori e riformisti europei, la parola all'onorevole Sander Lons. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel vooral, premier Michel, premier van België, voor uw speech hier in het Europees Parlement. Bedankt bovenal dat u die speech niet geeft in Straatsburg, maar dat u die speech geeft hier in Brussel, in de hoofdstad van de Europese Unie. En ik denk dat alle parlementsleden die altijd stemmen voor het afschaffen van dat verhuiscircus naar Straatsburg, dat zij tevreden zouden zijn en hier aanwezig zouden moeten zijn om uw speech te volgen. Meneer de premier, ik spreek vandaag namens onze fractie, de Europese Conservatieven en Hervormers. En ja, ik spreek ook als ondervoorzitter van mijn partij, de N-VA, zoals daarnet al aangehaald, voor mensen die de situatie niet kennen. In België besturen wij samen de partij van premier Michel en onze partij, de N-VA. En op een aantal thema's, zoals dat altijd het geval is, denken wij hetzelfde. Op andere thema's verschillen wij van mening. En eigenlijk is de samenwerking in de Europese Unie zo'n thema waar wij op verschillende punten toch wel wat van mening verschillen. Eenheid in verscheidenheid. Dat is het motto van de Europese samenwerking. Uw partij verdedigt wat meer die eenheid, die Europese harmonisering. Mijn partij, wij koesteren meer de verscheidenheid. Wij zien de Europese Unie als een samenwerkingsverband van soevereine landen, van regio's, elk met een eigen traditie, elk met een eigen cultuur, een eigen identiteit. En met een gezonde concurrentie tussen die regio's, tussen die landen, die zorgt dat de Europese samenwerking echt kan bloeien. En het was echt bijzonder aangenaam, collega Weber, om uw lofzang te horen op de regio's, op die culturele verscheidenheid, op die culturele identiteit die de rijkdom vormt van de Europese samenwerking. Maar, meneer premier, wij verschillen op een aantal punten van mening. Tegelijk bent u een verstandig man.
zo ken ik u. Ik ken u ook als een politicus die overtuigd is van de Europese samenwerking. En daarin vinden wij elkaar. Zo kiest u voor een meer realistische aanpak. We hebben vandaag geen speech gehoord met ongebreideld Europees activisme. We hebben geen Europese luchtkastelen gehoord. Wat we wel gehoord hebben, is een meer realistische speech, omdat u beseft dat we met die luchtkastelen de bevolking niet zullen overtuigen. Het resultaat van die verandering in visie is dat de stemkleur van België in het Europese en het internationaal debat inderdaad wat anders klinkt de laatste jaren. De stem van België klinkt wat meer Noord-Europees dan dat vroeger het geval was, met wat meer gezond verstand. Als je kijkt naar de begroting bijvoorbeeld, de Europese begroting, voor het eerst profileert België zich als een netto-betaler. Is in het verleden nooit gebeurd. Wij zijn ook een netto-betaler. We zullen dus ook de uitgaven grondig moeten bekijken, analyseren en besparen waar dat nodig is, zoals u terecht opmerkt. In uw speech had u het ook over de Europese waarden. En dat we die moeten verdedigen, ook binnen Europa. En ook daar zijn wij het eens. En voor u, en dat doet mij echt plezier, is het vast te stellen dat spreken over waarden, dat niet is... Voor u zijn dat geen vage principes. Voor u is dat iets zeer concreets, iets zeer tastbaar. U komt daar ook vooruit, ook wanneer anderen twijfelen, wanneer anderen het laten afweten. We hebben dat gezien bijvoorbeeld tijdens het referendum in Catalonië. Toen was u, premier Michel, de eerste regeringsleider, de allereerste, om het geweld te veroordelen. Het geweld van politiemensen, Spaans politiegeweld, op onschuldige mensen die gaan stemmen. U heeft dat veroordeeld en terecht, want geweld op onschuldige mensen is gewoon anti-Europees. Dat is tegen onze Europese waarden. Ook op vlak van migratie zien we dat in België een verandering is gebracht. We staan nu meer aan de juiste kant voor een strikter beleid, een kordater beleid. Wij pleiten niet voor open grenzen. Integendeel, we zien dat partijen die dat wel doen, dat zij de bevolking en de steun van de bevolking daarvoor verliezen. En dat zij trouwens ook de verkiezingen verliezen, zo blijkt in verschillende Europese landen. En dan is er de grote kluif, de toekomst van de eurozone. Het grote debat voor de komende maanden. Het doet mij plezier vast te stellen dat ook daar België meer en meer aan de kant van de realisten zit. Ja, wij moeten de werking van de eurozone verbeteren, maar daarbij zit niemand te wachten op Europese folietjes. Onze regering wil dan ook geen Europees ministerie van Financiën. Wij willen geen groot eurozonebudget en Europese belastingen. Daar moeten we echt de vraag van stellen of dat wel zo'n goed idee is voor het draagvlak voor de Europese Unie. Ik denk alvast van niet. Nu, zoals gezegd, er zijn gelijkenissen tussen onze partijen. Er zijn ook verschillen. U benadert wat meer de solidariteit, wij wat meer de verantwoordelijkheid. U benadrukt terecht dat fiscaliteit, sociale zekerheid, dat bevoegdheden zijn van lidstaten. Tegelijk wil u wel de CCTB steunen, terwijl dat toch iets is wat meer in het voordeel is van de grote lidstaten van de Europese Unie. En wij vinden dat we jobs ook in kleine lidstaten moeten kunnen verdedigen en dat we die niet mogen verliezen. Maar ik zie verschillen, maar vooral veel raakpunten. En daarom wil ik afsluiten met een oproep. We weten dat u een goede band heeft met president Macron, de president van Frankrijk. Toch brengen jullie niet hetzelfde verhaal. U komt met een verhaal dat eigenlijk wel wat dichter staat bij wat de Europese burgers vandaag willen en vandaag aankunnen. En ik zou willen oproepen, premier Michel, hou stand. Blijf dat realistisch verhaal brengen. En u zal zien dat u sterke partners zal vinden, meer en meer in deze Europese Unie. U zal die partners alvast ook vinden met zo'n verhaal in onze Europese fractie, de Europese conservatieven en hervormers, wanneer u kiest voor eenheid, maar wel in verscheidenheid. In verscheidenheid. Dank u wel. Mr. Lons, it's possible to be against the 2 seats of the European Parliament, to be in favor of only 1 seat, but Strasbourg is not a circus, it's the seat, one of the seats of the European Parliament. A nome del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, la parola all'onorevole Verhofstadt. Oui, Monsieur le Président, je vais d'abord commencer dans la langue maternelle de Charles Michel, notre Premier ministre, pour lui dire que je le remercie pour sa vision pro-européenne. J'aime plutôt votre discours que l'interprétation qui a été donnée par M. Loones, je dois vous dire, parce que M. Loones a apparemment entendu un autre speech. Je ne sais pas lequel, mais apparemment un speech qui a été fait au Parlement flamand ou au Parlement fédéral de la Belgique. Donc je vais vous remercier pour votre vision pro-européenne.
comme vous l'avez exprimé, et ceci dans la grande tradition pro-européenne qui existe, Charles, en Belgique. La vision d'un de nos prédécesseurs, et je cite toujours Paul-Henri Spaak. Paul-Henri Spaak qui disait « Tous les pays européens sont petits, mais il y a deux catégories. Ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore. » Et c'est une grande réalité, c'est notre approche comme Belges de la politique européenne. En effet, il faut savoir, chers collègues, et je veux quand même vous l'expliquer parce que M. Loh ne l'a pas fait, que pour les Belges, ils sont flamands, ils sont wallons, ils sont bruxellois, tout confondu, être pro-européen, on l'est, et ça, ce n'est pas une question de choix. Chez nous, c'est une question existentielle. Existentielle. Notre pays, nos terres ont trop longtemps été le champ de bataille de toute l'Europe, coincés comme on était entre l'Allemagne d'une part et la France d'autre part. Ils sont tout passés chez nous. Les Français, les Allemands, 2 fois, je dois vous dire, les Espagnols, les Hollandais, les Autrichiens, même les Italiens, si je remonte au temps des Romains, mais peut-être que ça c'est trop loin dans le passé. Tous les grands conflits, et ça c'est pas une blague, tous les grands conflits dans l'histoire européenne se sont livrés ici, sur ces terres. Guerre de religion, guerre de succession, guerre de tranchées avec des millions de morts et la première utilisation de gaz, d'armes chimiques dans le monde, ici à 120 kilomètres d'ici. Et aussi, naturellement, le conflit, la guerre contre le nazisme, le pire, je dirais, de tous les nationalismes. Et donc, pour nous, et c'est ça que je veux dire directement à M. Loh, qui n'a pas encore compris, que c'est clair, il n'y a qu'un avenir possible pour nos terres et pour nos peuples. C'est un avenir commun et c'est un destin européen. Et tout le reste, Monsieur le Premier ministre, et je ne dois pas vous le dire, ce sont des mensonges, des tricheries, des rêves qui deviennent, je dirais très vite, des cauchemars, comme on l'a vu au XIXe et au début du XXe siècle. Il n'y a que l'Europe qui peut nous sauver de cette misère, je dirais, du passé et les atrocités du passé. Et je vous raconte tout ça, chers collègues, pour vous dire que ce n'est pas le chocolat, que ce n'est pas la bière, que ce n'est pas Tintin, que ce n'est pas le maudit système D'Hondt que vous connaissez tous parce que vous l'appliquez, qui est typiquement belge, non, c'est notre amour pour l'Europe. C'est notre passion pour le projet européen, qui est typiquement pour notre pays. Un projet, il faut le dire, Monsieur le Président, qui est menacé aujourd'hui, pas seulement par les nationalistes et les populistes, là on les connaît, et on les voit, ce sont nos collègues, presque tous les jours, mais c'est surtout aussi menacé par des leaders politiques au niveau national, des leaders politiques qu'on retrouve par ailleurs dans toutes les familles politiques, ici représentées dans cette enceinte, des leaders politiques, et je ne parle pas de vous, vous êtes une des rares exceptions, qui en fait affichent vers l'extérieur comme pro-européens, mais qui en réalité n'en font rien pour faire avancer le projet. Je dirais qu'ils font le contraire aujourd'hui. Tout à fait à déshonneur des pères fondateurs de l'Union européenne. Parce que les pères fondateurs de l'Union européenne avaient une autre vision de l'Europe que l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est faux de dire « les gens n'aiment pas l'Europe ». C'est faux, les gens aiment l'Europe, sauf qu'ils n'aiment pas l'Union européenne comme ça fonctionne aujourd'hui. C'est ça leur problème. Et on l'a vu encore une fois hier, et je vais maintenant passer en la langue de Vondel, comme on dit, le néerlandais. We hebben dat nog de laatste maal gezien, meneer de voorzitter van de commissie, gisteren. Een aantal reacties, zeggende 1,11% van het Europese bruto binnenlands product, dat is veel te veel. Europa wordt kleiner, ja, de Britten gaan eruit, het is niet onze beslissing geweest. Dus moet het een kleiner budget zijn? Wel, ik zeg u heel openlijk en tot al de collega's, het is het omgekeerde die de waarheid is.
En ik wil enkele redenen geven. Om de crisissen te beheren die wij vandaag kennen, of het nu de migratiecrisis is, de geopolitieke crisis is, de financiële crisis is, die morgen opnieuw kan overkomen, daar hebben we meer Europa voor nodig en niet minder Europa om die crisis te bestrijden. Wij hebben een Europese grens- en kustwacht nodig. We hebben een Europese defensie nodig. We hebben inderdaad een Europees budget nodig voor de eurozone. En ik zeg dat de actie van Europa, die kost niet meer geld, die doet ons in feite geld besparen. Want veel van in feite de uitgaven die niet nodig zijn, die gebeuren op het nationaal niveau, omdat onze nationale lidstaten 28 keren hetzelfde doen vandaag, terwijl Europa daar een meerwaarde zou kunnen hebben. En ik heb zoveel voorbeelden. De militaire uitgaven. Meneer Van de Put kan het u vertellen, heeft het u ongetwijfeld al verteld. We geven 42% uit van de Amerikaanse uitgaven. We kunnen slechts 10-15% doen van de Amerikaanse operaties. Waarom? Omdat we het 28 keren doen. Hetzelfde voor bijvoorbeeld de beheer van de buitengrenzen. Meneer de voorzitter van de commissie, u hebt gisteren het voorstel gedaan. We gaan 34 miljard euro uitgeven voor een beter beheer van onze buitengrenzen. Op 7 jaar tijd. De Amerikanen die geven 34 miljard dollar uit. Op 1 jaar tijd om hetzelfde te doen. En ik ga eindigen, meneer de voorzitter, al onze nationale regeringsleiders uit om hier in dit parlement te komen zeggen dat het beheer van onze buitengrenzen geen prioriteit moet zijn van de Europese Unie, waarvoor nieuw geld moet worden vrijgemaakt. Ik nodig ze uit om dat hier te komen zeggen tegenover hun eigen kiezers. Europa is niet de vijand van de burger. Europa is de beste zekerheid die de burgers kunnen hebben. En ik vraag u, meneer de eerste minister, laat dit nooit verloren gaan. Want zelfs de Duits-Franse motor alleen kan het niet helpen. De beste motor heeft ook nood aan olie, aan vet. Met andere woorden, aan het Belgische compromiskunst die u zo goed beheerst. Dank u. S'il vous plaît, je vous demande de respecter votre temps de parole parce que autrement je dois biffer de la liste des membres du groupe. Donc, je suis flexible avec le chef de groupe, mais il faut essayer. Vous avez parlé 8 minutes, Guy. Monsieur Lambert, au nom du groupe des Verts, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est quand même curieux que c'est chaque fois quand ça arrive à mon tour que vous rappelez qu'on doit respecter le temps de parole. Je ne pense pas que je suis le worst offender. Monsieur le Premier ministre, dans notre pays, l'engagement en faveur de l'intégration européenne est une évidence. Seule la Belgique pèse peu face à Poutine ou à Trump. Elle n'est pas de taille à faire face aux défis climatiques ou au pouvoir des multinationales. Agir avec nos voisins européens s'impose comme une évidence si nous voulons forger notre avenir plutôt que le subir. Pendant des décennies, la Belgique s'est montrée à la hauteur de cette ambition en jouant un rôle de pionnière. Dans le contexte de crise actuelle, on s'attendrait à ce qu'elle redouble ses efforts. Mais, Monsieur le Premier ministre, malgré les mots que vous avez prononcés, votre action montre une Belgique qui, trop souvent, se borne à observer, à traîner du pied quand elle ne s'aborde pas carrément des initiatives en faveur d'une plus grande intégration. Voor ons, het kan anders. Wij dromen van België als voortrekker van de Europese strijd tegen fiscale en sociale dumping. Een België dat samen met Europese partners aan multinationals maximale transparantie oplegt. Een België dat een coalition of the willing met Frankrijk en Duitsland zou volgen om een Europese harmonisering van bedrijfsbelastingen mogelijk te maken. Maar helaas, uw regering werd 2 maanden geleden door de Europese Commissie met de vinger gewezen als een van de 7 lidstaten die agressieve fiscale optimalisatie stimuleert. Samen met 2 buurlanden ondermijnt de Benelux zo de Europese pogingen om meer fiscale rechtvaardigheid te creëren. En intussen organiseert uw minister van Financiën in alle stilte de begrafenis van de financiële transactietax. Nous rêvons d'une Belgique qui démontre à l'Europe qu'il est possible de combiner responsabilité budgétaire et réduction des inégalités. Une Belgique capable de maintenir des services publics de première qualité tout en transformant notre fiscalité
pour qu'il soit financé de manière juste par chacune et chacun à la mesure de ses capacités. Mais non, la Belgique demeure un paradis fiscal pour les ultra-riches qui fuient l'impôt dans leur pays et pour les multinationales. Alors même que les travailleurs de ce pays sont parmi les plus taxés d'Europe et du monde, votre gouvernement refuse de récupérer 942 millions d'euros de cadeaux fiscaux illégaux. Dans le même temps, la qualité et l'accessibilité des services publics se dégradent, la sécurité sociale et la justice, piliers essentiels de notre vie en société, deviennent les variables d'ajustement de votre stratégie. Wij dromen van een België als koploper van de ecologische transitie. Want daar ligt de sleutel van onze welvaart en die van de toekomstige generaties. Hier de duurzame oplossingen uitvinden en toepassen, in plaats van op de rest van de wereld te zitten wachten. Werken aan een energie-onafhankelijkheid van Europa, om niet meer te steunen op gas uit Rusland en olie uit Saoedi-Arabië. Dat zijn uitdagingen die Europese burgers kunnen enthousiasmeren. Maar helaas, België verloor alle geloofwaardigheid door zonder klimaatplan naar de Parijs-klimaatconferentie te gaan. U verzamelde ezelsoren van de Europese Commissie door te weinig ambitie in zaken klimaat, luchtkwaliteit of de groeiende files. Onze buurlanden zijn bezorgd over ons koppig openhouden van stokoude kerncentrales aan onze grenzen. En vorige week nog bleek het dat uw overheid insecticiden wil blijven toestaan waarvan het bewezen is dat ze dodelijk zijn voor bijen. Nous rêvons d'une Belgique à la hauteur du défi de l'asile et des migrations, une Belgique qui soutient le Parlement européen pour mettre un terme à ce système insensé de Dublin, une Belgique solidaire des États membres aux frontières de l'Europe, laissés seuls face aux défis migratoires, une Belgique qui accueille et intègre celles et ceux qui frappent à nos portes dans le besoin. Mais non, vous préférez collaborer avec le dictateur soudanais pour lui renvoyer des personnes qui fuient l'enfer. Rien d'étonnant, puisque parmi vos alliés, certains veulent remettre en cause la Convention de Genève, pilier central du droit d'asile. Vous préférez dépenser toujours plus pour enfermer, refouler et déporter des êtres humains parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit. Vous dites que votre politique est ferme et humaine. Plutôt que ferme, je dirais violente. Plutôt qu'humaine, je dirais indigne. L'humanité ne vient pas de votre gouvernement, Monsieur Michel. Elle vient de nos concitoyens qui ont pris leurs responsabilités pour accueillir chez eux celles et ceux qui fuient la guerre et la misère. Ils font honneur à notre pays là où votre gouvernement lui fait honte. Monsieur le Premier ministre, cette Belgique dont nous les écologistes rêvons et que nous voulons, elle est possible. Mais dans ce pays, chacun le sait, ce ne sont pas les Verts qui sont au pouvoir. Ce n'est même pas vous, Monsieur le Premier ministre, car vous avez fait le choix de confier votre sort et celui de notre pays à un parti national populiste dont chacun sait que lui et lui seul fixe le cap. Avec la très eurosceptique NVA, vous faites le choix du chacun pour soi, pire encore, du chacun contre tous. Face aux défis de ce siècle, Monsieur le Premier ministre, nous défendons au contraire l'audace, et la solidarité. Le contraste ne saurait être plus fort, l'alternative plus claire. Je vous remercie. A nome del gruppo confederale della sinistra unitaria europea, sinistra verde nordica, l'onorevole Zimmer ha la parola. Herr Premierminister, auch ich möchte Sie im Namen meiner Gruppe recht herzlich zu dieser Diskussion hier begrüßen, die ja eine Diskussion um die Zukunft der Europäischen Union ist und auch bisher sich so darstellt. Für mich ist das, also was ich am Anfang noch mal klar sagen möchte, für mich ist Brüssel und Belgien tatsächlich das Tor zu Europa gewesen. Ich bin eine derjenigen, zumindest hier derer, die hier vorne sitzen und in der ersten Runde antworten, die aus einer osteuropäischen Sicht nach Europa gekommen sind und verstanden haben, dass Europa nicht an den ehemaligen Grenzen endet, sondern dass wir lernen können, lernen müssen, dass unterschiedliche geschichtliche Erfahrungen, Traditionen und auch kulturelles Verständnis zueinander gehören und demzufolge, dass die EU, dass Europa nicht ohne diese Vielfalt leben kann. Dazu müssen und werden wir auch weiter stehen. Und für mich ist
schon interessant, dass wir, und daran krankt für mich auch ein bisschen die Debatte, dass es uns ja kaum gelingt, tatsächlich aus diesen unterschiedlichen Sichten die Erfahrungen und die Erwartungshaltung, die wir mit der Europäischen Union auch sehr unterschiedlich verbinden, hier mit reinzubringen. Wir erleben hier heute, und das ist auch nicht das erste Mal und es ist sehr berechtigt, und ich nehme das auch so einfach zur Kenntnis, dass viele belgische Abgeordnete natürlich ihre Diskussion mit Ihnen führen. Aus einer strikt europäischen Sicht. Völlig in Ordnung. Ich erlebe aber, dass andere heute sich kaum hier einbringen. Meine Fraktion leidet darunter, dass wir keinen belgischen Abgeordneten haben. Ich verspreche Ihnen, das wird mit der nächsten Wahl anders. Und wenn Sie das nächste Mal ins Europäische Parlament kommen, wenn Sie dann noch Minister oder Premierminister sind, dann werden Sie garantiert auch einen von den belgischen Abgeordneten von der linken Seite hier hören. Ich bin froh, dass ich es heute aus der Sicht machen kann von Leuten, die dazugekommen sind, große Erwartungshaltungen in die Europäische Union haben, auch noch haben, sie auch weitertreiben wollen, die aber unzufrieden sind. Unzufrieden mit dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung der Union und mit dem, was wir tagtäglich erleben. Weil es kann doch nicht übersehen werden, und ich hätte mich gefreut, wenn Sie auf diese Widersprüche viel, viel stärker eingegangen wären. Es kann doch nicht übersehen werden, dass innerhalb der Europäischen Union wir Regionen haben, in denen man schon den Begriff der sozialen Verwahrlosung gebrauchen muss. Der sozialen Verwahrlosung. Wir haben eine Präsidentschaft durch Bulgarien. Ich weiß nicht, wer außerhalb der offiziellen Begegnungen mit den Institutionen, mit den Vertretern der Regierung Bulgariens in den letzten Monaten in Bulgarien gewesen ist und dort mit zur Kenntnis nehmen musste, dass es Bulgarien nicht alleine ist, aber viele andere Regionen in anderen Ländern auch, dass wir eine tiefe Differenz haben zwischen den Erwartungshaltungen an die Union, zwischen dem täglichen Leben, das Menschen in der Union führen, dass die Spaltungen immer größer werden. Darauf müssen wir doch eingehen. Und da reicht es mir nicht, wenn Sie, Herr Premierminister, sagen, wir haben vieles inzwischen wieder geschafft, wir sind aus den stärksten Krisen heraus und wir gehen vorwärts und wir setzen uns dafür ein und wir wollen dafür mehr investieren und dieses machen. Das reicht mir nicht. Ich möchte ein ganz klares Versprechen hören von allen Regierungschefs, die hier auftreten. Was wird getan, damit wir aus dieser Situation herauskommen? Dass es wirklich diesen Mehrwert für jeden Einzelnen gibt. Sie sprachen mit völligem Recht davon, wie wichtig es ist, dass insbesondere Freiheit, Gerechtigkeit dazugehören. Und Freiheit kann es nicht ohne die individuelle Freiheit für jeden Einzelnen geben. Und Freiheitsrechte gehören, politische Freiheitsrechte gehören genauso zusammen wie die Rechte auf soziale Grundrechte, das Recht, Rechte zu haben. Das muss aber nicht getrennt werden, das muss zusammengeführt werden. Das ist mein Anspruch und dazu möchte ich von jedem einzelnen Regierungschef hier eine Antwort haben. Was tun Sie, um das durchzusetzen? Von Herrn Juncker habe ich ja gelernt, dass man Regierungschefs ja auch auf eine ganz subtile Art und Weise begrüßen kann, wenn man sie im Rat trifft und ihnen auf den Rücken klopft und sagt, mein Lieblingsdiktator ist jetzt hier. Aber das ist ja praktisch auch nur die eine Seite. Damit haben wir das Problem ja nicht gelöst. Und ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie das tun, aber ich möchte schon von Ihnen wissen, was machen Sie im Rat, um beispielsweise auf der einen Seite Orban und andere dazu zu bewegen, dass diese gemeinsame Verantwortung, von der Sie gesprochen haben, dass die auch getragen wird, dass die auch mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik getragen wird, im Blick auf die Rechtsstaatlichkeit, auf die Freiheit, auf die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit von Gerichten und von Medien. Und was tun Sie andererseits, um beispielsweise konkrete Vorstellungen zu entwickeln, dass wir rauskommen aus dem, was wir gegenwärtig erleben, dass nämlich immer gesagt wird, hier die Verträge, die hindern uns. Die hindern uns daran, dass wir gemeinsame soziale Verantwortung, Solidarität übernehmen. Und ich möchte das schon wissen. Sie sagen, die Verträge sind nicht zu öffnen. Kurzfristig sei das kontraproduktiv. Ja, bitteschön, wie denn dann? Wie denn dann? Wir haben doch erlebt, und das ist meine Sicht und die Sicht auch von vielen Kollegen aus meiner Fraktion, von Vertrag zu Vertrag, den wir gegangen sind, haben sich aus meiner Sicht die Handlungsoptionen der EU für die Gestaltung von Zukunft verringert. Sie haben sich verringert. Wir müssen sie aber öffnen wieder. Wir müssen wieder es offen machen. Wir müssen es möglich machen,
dass soziale und solidarische Verantwortung gemeinsam getragen wird, weil wir eben nicht zulassen können, dass mitten in der Europäischen Union Regionen von sozialer Verwahrlosung existieren. Und ohne soziale Grundrechte werden auch Menschen sich nicht engagieren. Sie werden auch nicht für ihre Freiheitsrechte eintreten. Die sagen sich, das ist mir doch egal, wer da jetzt in Bulgarien die Regierung führt. Die vorher, die jetzt, keiner interessiert sich für uns. Wir lassen es zu, dass wir einen Teil von Menschen ausgrenzen aus der Union, weil sie den Ansprüchen an die Freizügigkeitsregelung nicht entsprechen. Genau denen müssen wir uns zuwenden. Mein letztes Wort, gucken Sie auch zu den Leuten aus Osteuropa, die als Obdachlose in Berlin, in Paris und in London gesessen haben und denen wir die Hilfe inzwischen verweigern als Union. Das kann nicht sein. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta la parola all'onorevole Farage. Thank you. It is quite extraordinary that we can have in this room the head honchos of Brussels, Mr. Juncker, the Belgian Prime Minister, the leaders of the big groups, to discuss the future of the European project, and there's barely been a mention of the biggest, most dramatic event that has ever happened since the foundation of the European treaties 60 years ago, namely Brexit. You don't want to talk about Brexit. And I wonder whether it had actually ever occurred to you, Mr. Juncker, that when David Cameron came here to negotiate with you, had you given him just a few modest concessions, had you given him the ability to control our borders a little bit more, Brexit wouldn't have happened. But no, we don't discuss that. No, what we do is we say to ourselves that our citizens want more Europe. I've heard it again and again this morning. We have a problem with unemployment amongst the youth of the Mediterranean. I know the answer, more Europe. We have a problem with growing terrorism in our countries, something that we've caused ourselves, but we decide no, the answer is, or in the case of the Belgian Prime Minister Michel, to have a European CIA. We decide that on taxation, on regulation, no member state can make their own decisions. It's all got to be decided here in Brussels because we need more Europe. In fact, many of you have decided that migrant quotas are a good idea, so that individual member states can't make their own decisions. So is it any wonder that there are countries now, voters everywhere, waking up to the idea that you cannot be an independent, democratic nation state and a member of this union? You know, Brexit, I think, is going to prove to be just the first brick that is knocked out of the wall. Just look at the results in Italy a few weeks ago. Look at the stunning results in Hungary the other week, that magnificent victory of Viktor Orban, and about 70% of voters in Hungary voting for parties that want the nation state to be the key to everything. And you know, if you really think about whether this European project can survive or not, it all comes down to what is a nation? What is the unit towards which we give our allegiance, to which we pay our taxes, to which we would, in extremis, be prepared to defend? And there are some like Mr. Verhofstadt here who seem to think that this flag represents a European identity, and he clearly identifies as a European. Many of you in this room identify as Europeans, but you're missing something. The peoples of Europe do not identify with that flag. They do not identify with these institutions. There is no, oh, well, if you're on the payroll, it's easy to say it works, isn't it? But actually, out there in the real world, there is not a European demos, there is not a European identity. Maybe, but maybe there may be one exception. There may be one exception, and that could be Belgium. Because nobody ever dares tell the truth about Belgium. Belgium is not a nation. It's an artificial creation. I know the Brits did it. Maybe once again we can be blamed. But the truth is there are two parts of Belgium. They speak different languages. They dislike each other intensely. There's no national TV station. There's no national newspaper. Belgium is not a nation, and maybe that's why you're happy to sign up to a higher European level. Well, if Belgium wants it, that's fine, but I can assure you, and you can scream and shout all you like,
Just look at the election result. You're losing, folks. You're losing. Brexit is the first brick out of the wall. You've learnt none of the lessons. The days of this project are over. We want to live in nation states, not false artificial creations. Thank you, everybody. Have a lovely time. Oh, enjoy the European elections next year. They're going to be great fun. Onorevole Farage, le ricordo che anche lei prende lo stipendio da parlamentare europeo come tutti gli altri, quindi non è che gli altri sono pagati e lei no. Non mi risulta che abbia rinunciato alle sue indennità né lei né il suo gruppo, quindi non è una scelta, è una scelta With respect, Mr. President, I supported Britain leaving the European Union. Therefore, my job ending, I am the turkey that voted for Christmas. Come lei ha affermato che coloro che sostengono l'Europa lo fanno perché sono pagati, dicevo che anche lei riceve lo stipendio come parlamentare europeo. Bene, per il gruppo Europa delle Nazioni della Libertà la parola all'onorevole Annemans. Dank u, voorzitter. Ik moet zeggen, ik heb zelf 30 jaar gediend in het Belgisch parlement, maar ik ben nog nooit daar door een voorzitter geïnterpelleerd. Ik hoop dat dat vandaag opnieuw niet zal gebeuren. Voor het overige heb ik aan collega Farage weinig toe te voegen. Ik wil eerst tegen de eerste minister, ik kan hem niet goed zien, maar hij zal me wel horen, hoop ik, protesteren een beetje toch. Hier is wel vertaling in het huis, maar u hebt gehoord hier vandaag dat veel mensen hun moedertaal niet spreken, dus dat is blijkbaar niet uw excuus. Dus het feit dat u hier vandaag alleen in het Frans hebt gesproken, beschouw ik als een politieke keuze. En ik zal mijn collega's van Vlaams Belang, in Vlaams parlement en in federaal parlement vragen waarom N-VA-ministers hebben toegelaten dat België hier weer is gepresenteerd als een Franstalige staat. 1. 2. Ik ben natuurlijk als ENF-vertegenwoordiger helemaal niet verbaasd. Helemaal niet verbaasd. België is altijd het brave en het lieve jongetje in de klas, het meisje in de klas dat van voor zit en altijd braaf het vingertje opsteekt en eigenlijk nooit een grote geschiedenis maakt, behalve het geheel vooruitstuwen. Geen wonder ook dat vandaag meneer Juncker, meneer de eerste minister, u felicitaties heeft toegeworpen. Uw regering maakt eigenlijk geen uitzondering op dat statuut van België dat in alle onzichtbaarheid altijd, zoals meneer Verhofstadt hier met armen en voeten heeft uitgelegd, pro-Europees, extreem pro-Europees is en misschien wel in essentie pro-Europees is. België en de Europese Unie, het is een love affair. De Europese Unie denkt dat ze België in het groot is en België denkt dat ze de Europese Unie in het klein is. En dat is een logische volgorde, want het is een artificiële staat die even onevenwichtig is als de Europese Unie zelf en die ook bijeen wordt gehouden met geld en met financiële afspraken, compensaties en transfers. Dus die love affair is een zekere logica. Het debat voor het overige vandaag heeft één ding scherp geïllustreerd. En dat is dat de grote ziekte van deze Europese Unie en van deze kathedraal van de Europese Unie, dat is dat men thuis bij de kiezers iets anders zegt dan wat men hier doet. We hebben dat vandaag geïllustreerd gezien door meneer Lones, een vertegenwoordiger van de grootste coalitiepartij van uw coalitie, meneer Michel. En die vertelt thuis iets anders dan wat hij hier doet. Of in ieder geval, we zien de resultaten niet van wat er thuis verteld wordt op de radio en in de televisiestudio's, waar de N-VA ongetwijfeld de komende weken zal doen alsof het een schande is dat er meer geld naar de Europese Unie moet gaan. Alsof het een schande is dat er een nieuw belastingssysteem van de Europese Unie in aantocht is. Maar als hij hier in die kathedraal binnenkomt, als zijn eerste minister hier spreekt, dan zien wij daar niks meer van. Hetzelfde voor immigratie, waar zijn staatssecretaris voor immigratie thuis en in de televisiestudio's doet alsof ze kritisch zijn voor immigratie. Daar blijft allemaal niks van over. Dan komt hier Charles Michel binnen en die maakt van België één groot, mooi, roze wolk Europa en Europese Unie-landje. Dat is dus niet waar. Inderdaad, collega Farage heeft gelijk. De bevolking protesteert daartegen en men kan alleen maar een Belgische regering recht houden als men thuis liegt over het feit wat men hier komt doen. Als men thuis iets anders zegt en als men hier de kathedraal van de Federale Unie binnentreedt, dat men dat doet achter de federale muziek. Conclusie, alle kritiek van N-VA,
alle kritiek die u zult horen, meneer de eerste minister, voor de galerij in de media in België in de komende weken, dat is alleen maar zand in de ogen en schone schijn voor de Vlaamse kiezers. Want als puntje bij paaltje komt, dan veert de N-VA, zoals ze hier vandaag gedaan heeft, in hoofden van meneer Loonens als eerste recht om u een staande ovatie te geven en hier de Europese federale muziek te zingen. Dat is het grote verschil tussen de realiteit en de mooie schone schijn in het eigen land. Dat is ook de kern van de problemen van de Europese Unie. Dat is dat men al diegenen die hier de federale muziek zingen met twee gezichten naar hun thuisland teruggaan. En dat is niet wat de kiezer verlangt. Mesdames et messieurs, chacun est libre de dire ce qu'il veut dans ce débat, mais je vous rappelle que le débat est sur l'avenir de l'Europe, pas sur l'avenir de la Belgique. Onorevole Epitideios, non iscritto. Grazie, Presidente. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Όσοι πιστεύουν στην ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης, η οποία θα αγωνίζεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εθνών και των λαών της, ανησυχούν για την πορεία την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια και για το μέλλον της. Διερωτώνται τι μέλλον μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έχει παρεκκλίνει από τις αρχές και τις αξίες επί των οποίων στηρίχθηκε η δημιουργία της. Όταν αρνείται τις ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές καταβολές της. Όταν παραβιάζει την αρχή της αλληλεγγύης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ελλάδα, για την οικονομική καταστροφή της οποίας και την εξαθλίωση του ελληνικού λαού ευθύνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αντί να υποστηρίζει τους πολίτες της, στρέφεται εναντίον τους, τους επιβάλλει δυσβάστακτες φορολογίες, αφαιρεί κοινωνικές παροχές και επιβάλλει υφαρπαγή των περιουσιών τους. Όταν ποινικοποιεί και διώκει κάθε αντίθετη φωνή. Όταν απαξιώνει τη μόρφωση των νέων και τους οθεί είτε στη μετανάστευση, είτε στην ανεργία, είτε σε τμηματική εργασία κάτω από άσχημες συνθήκες και με πολύ μικρές αμοιβές. Τι μέλλον μπορεί να έχει όταν δέχεται ανεξέλεγκτα εκατομμύρια παρανόμων μεταναστών, μέρος των οποίων προσπαθεί να εγκλωβίσει στην Ελλάδα. Τέλος, τι μέλλον μπορεί να έχει όταν υποτίθεται ότι μάχεται για τις αρχές της δημοκρατίας και θέλει να εντάξει στους κόλπους της την Τουρκία, μια αντιδημοκρατική χώρα η οποία εκβιάζει, η οποία απειλεί, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, συλλαμβάνει πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσφατο παράδειγμα τη σύλληψη των δύο και τη φυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Τελειώνω ερωτώντας σας, κύριε Πρωθυπουργέ, πιστεύετε ότι ο ηγετικός κύκλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την θέληση και την δύναμη να βελτιώσει τα κακό κείμενα που ανέφερα? Ευχαριστώ. Grazie mille. Je donne tout de suite la parole au Premier ministre Charles Michel pour répondre aux questions pour une dizaine de minutes. Vous pouvez parler d'eux. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord vous remercier pour les différentes interventions dans le débat, les différentes réactions. Je vais essayer de réagir à l'un ou l'autre point. D'abord, Monsieur Weber, vous avez fait les louanges de la dimension régionale. Je l'ai dit dans mon message, je crois qu'il n'y a pas de sens de vouloir opposer les différentes démocraties, locales, régionales, nationales et européennes. Dans mon pays, en Belgique, nous avons aussi une tradition pour forger les positions défendues sur le plan européen, d'organiser la concertation régulière, permanente sur les différents enjeux. Et le message que je délivre au nom de la Belgique est un message qui prend en compte aussi les différentes sensibilités politiques, régionales, locales sur l'avenir de l'Union européenne. Premier point. Deuxième point, cela a été dit, des compliments ont été adressés, des critiques ont été formulées. J'ai l'habitude, je débat de temps en temps au Parlement belge également. Il n'en va pas autrement. Nous sommes engagés sur le plan européen. Je suis personnellement engagé sur le plan européen, pas pour une Europe romantique, béate, déconnectée des réalités, mais pour une Europe réellement concentrée sur une ambition de résultats pour les enjeux fondamentaux. Geachte collega's, we zijn overtuigd dat Europa
kan en moet meer en meer een meerwaarde zijn voor meer welvaart, voor onze medeburgers, meer jobs, meer koopkracht. We zijn overtuigd dat wat veiligheid betreft, we moeten meer samenwerken. Guy Verhofstadt heeft gelijk. Wat defensie betreft de laatste maanden, we hebben belangrijke vooruitgaande geboekt. Dat gaat in de goede richting en België is daar zeer geëngageerd. We proberen daar een zeer sterke rol te spelen en zeker. Migratie is een moeilijke uitdaging. Dat vraagt een genuanceerde antwoord. En ik wil aan meneer Lamberts zeggen, je veux dire à monsieur Lamberts que je m'attendais, monsieur Lamberts, de votre part, à des outrances. Vous n'avez pas réussi jusqu'ici à vous faire élire au Parlement belge. Vous avez l'occasion d'être outrancier. Vous n'avez pas manqué cette occasion. Je n'ai pas de leçon à recevoir de la part d'un parti politique en Belgique qui a provoqué la bulle du photovoltaïque dans le secteur énergétique en envoyant des milliards d'euros de factures vers les contribuables wallons. Je veux aussi totalement assumer les décisions difficiles que nous prenons, comme d'autres pays européens, en matière de migration. Nous assumons nos responsabilités. Il y a effectivement des demandes d'asile introduites en Belgique. Elles sont traitées conformément aux règles internationales, européennes, nationales. Nous n'avons pas de leçons à recevoir sur le sujet et nous assumons, nous, le vrai sujet. Nous pensons effectivement que nous n'échapperons pas à un débat sur des canaux de migration légale, ordonnée. Nous pensons effectivement que ce débat doit avoir lieu et nous sommes prêts à le mener en étant très engagés. Enfin, quelques interpellations belges sur la sûreté nucléaire, de nucleaire veiligheid, mevrouw Van Bremt, en de Belgische initiatieven daarover. Toch zeer kort. We hebben een duidelijke keuze gemaakt. Een kernuitstap in 2025. Is het makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Is het een ambitie? Ja, dat is een ambitie. Maar we willen duidelijk alles doen om daar ook resultaten te boeken. De laatste weken in de schoot van de ministerraad met de steun van de deelstaten. We hebben ook daar engagementen bevestigd. En wat de veiligheid betreft, we zijn permanent in contact met onze buurlanden, met ook een internationale toezicht. Wat dit betreft, met Duitsland bijvoorbeeld, ook met andere landen. Je note que certains tentent systématiquement de provoquer l'angoisse, la panique, l'inquiétude. Nous assumons nos responsabilités en confiant à des organes indépendants la responsabilité du contrôle nucléaire. Et puis, ce gouvernement, Monsieur Lamberts, qui ne vous plaît pas, je le comprends ça, ce gouvernement qui ne vous plaît pas est le gouvernement qui a développé les interconnexions avec les pays voisins, des investissements, qui a développé un parc éolien offshore qui est en train de se développer de plus en plus et qui est le deuxième pays, après la France, à avoir mis en place les obligations vertes, 5 milliards d'euros mobilisés au départ de la Belgique dans la transition énergétique. Enfin, je voudrais aborder un certain nombre d'autres sujets qui ont été évoqués, notamment le budget européen. Het Europees budget is natuurlijk een cruciaal moment en we moeten zeker daar de duidelijke keuze maken, de arbitrage doen. Ik onderschat niet, niemand hier onderschat hoe belangrijk dat zal zijn daar de beslissingen te nemen. Ik heb duidelijk gezegd en ik herhaal, er is een voorstel, een nuttig voorstel van de Europese Commissie. Dat is een startpunt, maar tegelijkertijd, we denken ook vanuit België dat we alles moeten doen om beter uit te geven. Dat lijkt ons logisch, maar we zijn ook realistisch. We weten ook dat als het nodig is, onze klassieke beleid, onze klassieke initiatieven vanuit de Europese Unie te consolideren, dat is ook cruciaal het nieuw beleid te openen, te versterken, mogelijk te maken. De controle van onze grenzen, meer steun voor onze veiligheid, extern en ook intern. Meer steun ook voor het onderzoek, meer steun voor de digitalisering. Dat zijn cruciale uitdagingen. Daarom zijn we, zoals altijd, bereid om in een onderhandeling te stappen met realisme, zeker met realisme, maar ook met de ambitie om echt de Europese Unie met de staten, met de nationale staten, in staat te zijn om de juiste antwoorden met resultaten voor onze medeburgers te bieden. C'est la manière avec laquelle nous allons engager cette négociation. Enfin,
J'entends des leçons de fiscalité de la part de M. Lamberts. Je vous remercie pour les conseils que vous nous donnez sur le sujet. Ik ben daar ook zeer duidelijk geweest. Fiscaliteit is in onze ogen een nationale bevoegdheid in eerste instantie. Moeten we meer samenwerken? Ja. Maar ik betreur, meneer Lamberts. Je regrette, monsieur Lamberts. Quand nous avons fait la réforme de l'impôt des sociétés pour passer l'impôt des sociétés à 25% et même à 20% pour les pays, nous n'avons pas eu le soutien de votre parti politique au Parlement belge. Donc il y a effectivement un discours ici et des actes là-bas qui sont d'une nature différente. Nous sommes convaincus, nous, que la fiscalité, à l'inverse de vous, ce n'est pas un instrument pour punir, pas un instrument pour sanctionner, c'est un instrument pour soutenir le développement économique, la prospérité et le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent ou qui veulent travailler. Enfin, andere belangrijke punt, mevrouw Van Bremt, ik hoor ook een gerucht. Dat zou België zijn die de tax tegen de fiscale of de internationale transactie zou blokkeren. Een gerucht. Idioot, surrealistisch. We zijn niet in staat alleen om zo'n dossier te blokkeren. En Jean-Claude Juncker is getuige. Ik heb een paar maanden geleden dit dossier op de orde van de tafel van de Europese Raad ingediend. En wat heb ik vastgesteld? Dat vele landen, omdat de brexit een realiteit geworden is, meer voorzichtig zijn geweest daarover. Dat is de realiteit. Moi, je pense qu'à terme, on devra aller vers une fiscalité des transactions internationales, d'abord probablement dans un cadre européen, mais nous devons le faire, pas d'une manière comme vous le souhaitez, qui vise à sanctionner, à culpabiliser, et donc à abîmer l'économie réelle. Moi, je ne veux pas dégrader l'économie réelle, mais ça, je le sais, ça ne vous préoccupe pas beaucoup. Ça ne vous préoccupe pas beaucoup. Monsieur Philippe Nigel Farage, vous êtes en train de glisser vers le populisme, l'extrémisme, et je pense que ça n'est pas digne d'une formation telle que la vôtre en Europe. Enfin, je veux certainement remercier Nigel Farage pour ses bons conseils sur l'avenir de la Belgique. Alors ça, je me réjouis d'entendre les bons conseils de Nigel Farage sur l'avenir de la Belgique. Il s'est occupé de l'avenir de la Grande-Bretagne avec le Brexit. On voit où on en est aujourd'hui, la situation en Grande-Bretagne. Enfin, om daar precies te zijn, de Brexit is natuurlijk een belangrijke uitdaging voor de 27 landen, maar over de toekomst van de UK. En wat is de situatie? Ik ben natuurlijk bewust dat België een van de landen is in Europa die bijzonder getroffen zou kunnen zijn na de gevolgen en met de gevolgen van de Brexit. En daarom willen wij een geloofwaardige onderhandeling. Daarom willen zij zeer geëngageerd zijn om een duidelijke as met UK te houden op een economisch niveau, maar ook voor de toekomst van onze veiligheid. Il y a un travail qui est mené par Michel Barnier, qui n'est pas un travail simple, avec le soutien de la Commission, avec le soutien du Conseil. Nous suivons de très près cette négociation. La démonstration est faite. Quand on veut sortir du club de l'Union européenne, tout cela entraîne un certain nombre de conséquences, un certain nombre de difficultés. Et nous allons être très, très mobiles dans les mois qui viennent pour être un partenaire engagé, actif, pour trouver le chemin du bon sens dans cette négociation qui est utile. Et nous savons que le Parlement va être aussi très engagé sur ce sujet extrêmement important également. Un mot rapidement, M. Juncker, la citoyenneté belge. Moi, je me réjouis qu'il y ait une telle attractivité pour la citoyenneté belge, que des citoyens britanniques soient aussi demandeurs de rejoindre notre pays dans lequel souvent ils vivent depuis longtemps. Quelle est la situation? Très simplement, il y a actuellement, c'est l'état de droit, l'indépendance de la justice, une jurisprudence contradictoire en Belgique sur le sujet, mais le gouvernement examine d'un point de vue juridique les possibilités sur un sujet qui, je le mesure, est aussi important pour un certain nombre de personnes qui sont présentes depuis longtemps dans notre pays. Voilà quelques-uns des éléments que je voulais mentionner. Vous l'avez compris. Je vous remercie pour ce débat vif, intense, et soyez convaincus, en tout cas, avec la nuance, mais aussi avec toute la force de l'engagement, que la Belgique a bien l'ambition de demeurer dans le cockpit d'un projet auquel nous croyons
avec beaucoup de ferveur, parce qu'effectivement, comme cela a été dit avec justesse par Guy Verhofstadt, l'histoire a démontré que c'est le chemin de la coopération, de la paix, du dialogue, du rassemblement des forces qui est le chemin pour garantir la liberté, la démocratie, l'état de droit, auquel, je le répète, nous tenons comme à la prunelle de nos yeux. Merci.